plus, on pourrait imaginer, alors je sais pas, je dis ça comme ça, mais imagine un système pour rémunérer justement les films où finalement le spectateur regarderait et donnerait ce qu'il veut sur Internet. On pourrait dire, voilà, Ça, c'est clair. je donne ce que je veux, voilà, et que ça va là. Après, le problème, c'est pas tellement de rentabiliser le film, c'est plus de créer le film. Et s'il y a des modèles comme il y avait eu dans le milieu de la musique, My Major Oui, Company, où on propose un scénario et les gens qui veulent mettre de l'argent dedans, oui, bien sûr. ils mettent de l'argent Oui. dedans et pourquoi pas lancer quelque chose comme ça un jour, si vraiment il y a un gros projet où on partage le scénario avec les gens qui mettent un petit peu d'argent. Enfin voilà, peut-être je pense que ce genre de choses pourrait avoir lieu un jour sur Internet. S'il y a une vraie demande de cinéma subversif, je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu un jour. Ouais, ça, Ce serait super. ah bah, écoute, ce serait super, vraiment. Alors, connaît-il l'esprit dissident des réalisateurs comme Lynch ou Lars von Trier? Les Est-ce que tu connais un peu les réalisateurs Lynch et Lars von Trier? David Lynch, je sais qu'il a créé, il a été initié à la méditation transcendantale. Oui, Hop, oui, je m'excuse, je peux pas couper. Yep. Il a été initié et puis il a créé un mouvement de méditation transcendantale. Donc je sais que c'est une personne spirituellement très très éveillée. Une personne qui a travaillé avec moi sur Passe le briquet pratique cette méditation. Donc je ne connais pas Et Lars vraiment. von Trier un peu. C'est Bah, lui Lars qui avait von fait Trier, ouais. Festen, si je ne m'abuse. Hein, c'est lui, non ça? Je sais pas, je vous dis, je suis Ouais. pas tellement cinéphile, hein, ça peut paraître paradoxal, mais Lars von Trier, de ce que j'en avais C'est le Danois, là. entendu, non, j'avais vu quelques images du film, il y avait eu Charlotte Gainsbourg qui avait joué dedans. Bon, je trouvais ça un peu glauque en fait à première vue, mais j'ai pas creusé, donc je me prononce pas, j'ai pas vu. Ouais. Un film assez gore, mais pas mal, c'est vrai. Alors, en parlant de film, connaissez-vous le film Christiada for Greater Glory, qui a été boycotté jusqu'à présent en France? Ah bon? Non, ça dit quelque Non, chose, ça? non, mais Ah je ouais, suis ravi de prendre note. Il y a Ah ouais. beaucoup de films subversifs qui existent, hein, il faut juste mettre le doigt dessus, mais si on tape, on trouve hein, sur internet. Alors, on Film, nous dit, qu'est-ce théorie que tu du penses de complot. Stanley Kubrick? Mais t'en as parlé tout à l'heure déjà. T'as dit que Stanley Kubrick, il a révélé pas mal de choses, et puis c'est un perfectionniste au niveau de la réalisation, de l'écriture. C'est quelqu'un qui prenait entre 5 et 7 ans pour faire un film. Donc lorsqu'il révélait des choses, il les voilait un petit peu parce qu'il Il a vu fallait Eyes qu'il se Wide mette. Shut d'ailleurs. Ouais. Eyes Wide Shut, d'ailleurs, il y a une personne qui a interprété ce film sur Internet, qui a fait 35 minutes où il décrypte le film. Et ça vaut le coup parce que c'est un perfectionniste qui prend tellement de temps pour faire ses films qu'il y a plusieurs lectures dans chacun de ses films. Ils sont très puissants. Et je crois que cette personne-là a révélé pas mal de choses et était anti-système dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il il, il n'est en guerre avec personne Ouais. ouvertement, mais il y a un monde qui ne lui convient pas forcément, donc il s'exprime là où il aimerait que ça aille mieux. Comme moi, de la même manière, je me considère en guerre contre personne directement. Les choses sont comme elles sont, je suis comme je suis, je me positionne en tant que tel dans ce monde-là. Mais voilà. Alors, on me demande, c'est vrai, c'est quoi le V qu'on voit dans un cercle rouge qu'on voit plusieurs fois dans le film? Voilà, une référence V pour Vendetta ou une pyramide inversée pour symboliser la prise du peuple sur une élite. Voilà, c'est ce qu'on me demande. C'est la puissance d'un symbole qui peut avoir plusieurs significations. La pyramide 1 inversée, non, je n'y avais pas pensé, mais si ça peut être vu comme ça me convient parfeitement. C'était pour V pour Vendetta, en référence au mouvement Anonymous à l'époque où j'ai Voilà. écrit le film en 2011. Bon, bah, c'est ça. 2011, 2012, 2011, voilà quoi, c'était en pleine expansion, donc c'était un petit gimmick à ce mouvement-là, Anonymous du moment. Puis le film aussi que j'ai adoré, il y avait pour Vendetta, qui révélait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Votre court-métrage peut-il vraiment changer les consciences et en général, le cinéma peut-il influencer les gens à adopter un comportement différent, que ce soit en bien ou en mal? Bah, qu'Illuminati, là, vraiment, on a répondu depuis tout à l'heure, hein, quand on J'en dit que suis le convaincu. cinéma, ça influence terriblement, c'est pas anodin, quoi. Moi-même, je veux dire, le film que j'ai fait, c'est une action que j'ai faite dans le monde de la matière. Il est le fruit d'un film que j'ai moi-même vu qui m'a transformé intérieurement. Et donc voilà, je pense que les gens dans leur action ont besoin d'être changés à l'intérieur avant toute chose. Et le cinéma est très efficace pour ça. Les médias, en règle générale, en bien ou en mal, ça dépend de la notion du bien et du mal, mais dans un sens ou dans un autre, oui.
Je pense qu'il y a un conditionnement à grande échelle auquel le cinéma américain, et pas que lui, a participé grandement. Et j'ai grand espoir qu'un cinéma dissident qui prêche plus une ouverture de conscience et un sentiment de collectivité, et qui informe plus qu'il conditionne, je pense que ça peut avoir lieu. Et oui, oui, je pense que ça peut être très très puissant. Ouais, le cinéma, c'est pas anodin, quoi, en tout cas. Et puis, on rappelle que même les Américains, c'était à la sortie de la guerre, ils avaient passé les accords Bloomberg, hein, justement, pour imposer en fait que les salles s'ouvrent aux films américains, quoi. Ça faisait partie des conditions, donc c'était pas anodin. Parce qu'il y en a à l'époque qui rigolaient, je sais qu'ils se demandent que ça, que les films, non mais ils rigolent. Dans l'Allemagne d'Hitler, je crois que Walt Disney, ses films étaient diffusés. Ah, ce serait pas étonnant. On connaît ses idées. Donc bon, il n'y a pas de Alors, frontières. oui, tu connais l'histoire de Walt Disney? Tu savais qu'il était d'origine française? Non, je ne sais pas qu'il était d'origine française. Je Bah, sais pas de choses sur lui, mais alors, pas ça. figure-toi, bah, tu vois, on en apprend tous les jours. Parce que Walt Disney, alors moi aussi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que Disney, en fait, c'est Disney. Et Disney, parce qu'en fait, il est descendant d'un ancien baron normand qui venait donc d'Isigny. On connaît tous la crème fraîche d'Isigny. Et il venait donc d'Isigny. Et donc, il a pris ce nom de Walt Disney. C'est incroyable. Donc, en fait, voilà, il est d'origine française, Walt Disney. Ça me fait penser à dessiner aussi. Ouais, non, mais c'est Disney. Et c'est même dans la fiche Wikipédia. Alors, on va dire, c'est même pas un scoop, hein, pour ceux qui peuvent aller vérifier, parce que je connais les petits malins qui googlisent tout de suite, qu'est-ce qu'ils racontent. Non, mais là, vous pouvez y aller, c'est marqué dans mais c'est incroyable, hein. C'était un grand initié, Oui, 33e. degré, ouais. Il avait été membre de certaines écoles pythagoriciennes, donc il avait une notion des mathématiques et des proportions en tant que dessinateur qui font que le nombre d'or revient souvent dans ses dessins, la musique aussi qu'il y a mis, donc c'était très harmonieux, et donc évidemment plus c'est harmonieux, plus on peut faire passer des messages dans un sens comme dans un autre, et lui à un certain niveau... Et puis il y a le fameux truc, on n'arrête pas d'en parler, moi j'ai vu dans les analyses de Disney, on me dit, oui, Disney, chaque fois qu'il y a des enfants dans ces dessins animés, les enfants sont soit abandonnés par leurs parents, ou alors les héros sont sans famille, tout seuls, etc. Il y a toujours le lien familial cassé. Alors ça s'adresse aux enfants. Et quand on analyse, c'est tout à fait vrai. À chaque fois, les enfants sont en détresse, en fait, dans les dessins animés de Disney. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, pareil, il reprend des grands archétypes mythologiques où souvent c'est l'enfant qui est séparé du père ou de la mère, ou qui tue le père ou la mère, ou qui est séparé, qui doit grandir seul. C'est vrai, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai qu'ils sont souvent séparés et que la famille n'est pas mise en valeur spécifiquement dans ces films-là. Ah ouais, on peut dire aussi que l'individualisme, du même coup, de la construction seule par rapport à la vie est là. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, ce qui me dérange en fait chez Disney, c'est cette notion de bien et de mal qui est complètement extrémisée. C'est-à-dire qu'on est dans un monde manichéen au possible, il n'y a aucune nuance, il y a vraiment deux camps, le bien et le mal. Et ça, dans la construction d'un enfant, ça fausse un tout petit peu la donne. Et quand on réfléchit politiquement, les médias ont tendance à créer deux camps, un bien, un mal, et de ne pas pousser la réflexion plus loin que ça. Et je crois que de créer cette dualité dès le plus jeune âge n'est pas un outil de réflexion pour comprendre la nuance qui est présente partout dans toute chose. Ce n'est jamais aussi simple que le bien et le mal. Là, il y a quelque chose de vraiment manichéen qui me déplaît et que je pense que ça fait quelques ravages à ce niveau-là. Entièrement d'accord. Alors, on me dit, comment tu as financé ton film? C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui demandent, c'est comment c'est le film? J'ai deux amis à moi, un qui était producteur déjà, qui avait déjà produit quelques courts-métrages que j'avais rencontrés sur un projet. Je lui avais parlé de cette idée du briquet. Il était super emballé. À l'origine, on n'était pas censé faire un truc subversif, on devait faire un truc sur un briquet. Et au fur et à mesure que cette idée est arrivée de parler de tel thème et tel thème, il est resté à bord. Ça lui a plu, il est resté à bord. Et un autre ami qui n'était pas producteur, mais qui a eu cette vocation et qui depuis, il travaille toujours dans le milieu. Mais voilà, lui c'était un super pote à moi. Et puis il l'a fait, il m'a accompagné. Et ils ont tous les deux mis 5 000 €, parce que ça a quand même coûté 10 000 € de A à Z. On n'a payé personne, mais la caméra qui donne aussi ce côté un peu bien fait au film, c'est une RED, donc ça coûte de l'argent, il y avait des objectifs, etc. Donc voilà, il y a eu quand même un gros billet, je les remercie vraiment, parce qu'il n'y a pas eu de rentabilité derrière.
choses qui arrivent, mais ils l'ont fait avec le cœur, avec l'argent aussi. Ils l'ont fait Ouais, un bah petit ouais. peu. Voilà comment ça a été Eh produit. ben voilà comment c'était financé. Non, parce ils veulent tout savoir, hein, comment on finance et machin et tout. Voilà. Saviez-vous que Walt Disney a dit le cannibalisme est le summum de l'évolution? Ah bon, je connaissais pas cette citation de Walt Disney. Cannibalisme est le summum de l'évolution. Bah voyons. Bah voyons. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est l'influence? Alors là, ça c'est le deuxième point, Valmy. On y arrive. L'influence de la maçonnerie dans le cinéma US et français. Genre, déjà, as-tu remarqué une influence de la maçonnerie dans le cinéma? Est-ce que Je pense qu'il y a une influence de la maçonnerie dans les médias et dans la presse en général. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle prime sur d'autres influences Parce que je pense que dans la mesure où il y a des gens qui veulent diriger le monde, les gens qui veulent diriger le monde sont obligés de s'approprier les médias, que ce soit le cinéma ou la presse. Donc après, les gens qui sont les plus puissants sur cette terre et qui ont les moyens de travestir cet art, si ce sont des francs-maçons qui sont à la tête de ce monde, oui, les francs-maçons ont une influence et oui. Donc voilà, après la franc-maçonnerie a été pas mal dévoyée depuis 200 ans, elle a pris une tournure assez matérialiste dans les actions qu'elle a eues sur le monde, elle a promu entre guillemets un matérialisme social, scientifique, moral, etc., athéiste, on sait qu'elle a été en guerre contre l'Église. Hein. Ouais. Donc à ce niveau-là, vu que ce sont des valeurs que l'on peut retrouver dans le cinéma hollywoodien principalement et en France également, puisque le cinéma maintenant est soumis à une logique économique de profit, donc on peut dire que c'est purement matérialiste dans une certaine mesure, mais que l'idéologie et la censure ne soient pas très loin à chaque fois. Oui, je pense qu'on peut dire que la franc-maçonnerie a de l'influence dans le cinéma. Bon, j'ai vu toutes ces vidéos où il y a des bêtes de pyramide qui apparaissent par-ci par-là, et oui, pour moi ce sont des petits symboles. Le film Watchmen, Watchmen, ouais. je sais pas si, Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Bon, le super-héros qui devient multimilliardaire à la tête d'une entreprise qui s'appelle Pyramidus ou Pyramidal, avec l'œil de Horus sur sa truc. Bon, il part dans le pôle Nord, il fait exploser une bombe atomique sur la Terre en faisant croire que c'est un adversaire machin pour réunifier le peuple, donc il tue des gens avec un gros mensonge derrière. Oui, ça c'est... oui, pour moi ça ressemble un petit peu à ce qu'aurait pu faire la maçonnerie à certains moments, de trafiquer un peu les choses. Je pense que la franc-maçonnerie a un impact sur le cinéma, vu qu'elle a un impact sur le système économique et bancaire à la base, et que ce système de production a été fait de telle sorte que tout le monde, on n'a pas donné les moyens à tout le monde de produire ses propres films. C'est comme pour la presse. On lui fait payer des énormes taxes pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas lucratif et que seuls ceux qui ont vraiment les moyens, donc qui pèsent lourd, puissent s'approprier ce genre de médias. Je pense qu'à cet autre niveau, les 8 plus gros studios d'Hollywood ont été rachetés par JP Morgan et Rockefeller en 1929, après cette crise où tout le monde a été pauvre et eux encore plus riches. Donc ils se sont appropriés les médias. Donc vu que sur le dollar américain, on peut constater la présence de symboles maçonniques, que les premiers actionnaires de la Fed en 1913 étaient présents dans la franc-maçonnerie, oui, on peut dire que par suite, le cinéma hollywoodien est influencé par la franc-maçonnerie. Maintenant, de là à ce que le cinéma hollywoodien ait propagé des valeurs qui soient propres à la franc-maçonnerie, c'est encore autre chose. Ça dépend de quelle franc-maçonnerie on parle. Si on parle de la franc-maçonnerie opérative, qui est plus pour une vision spirituelle du monde à un certain niveau, ou une franc-maçonnerie spéculative comme elle est en marche et en évolution depuis 300 ans, qui a une tendance à être affairiste et en quête de pouvoir et d'universalité, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elle veut se l'approprier. Oui, mais je ne pense pas que les valeurs qui ont été propagées dans le cinéma hollywoodien soient celles qui reflètent le mieux celle d'une certaine franc-maçonnerie plus noble que la manière dont ses membres actuels se comportent. Se comportent, ouais, parce que bon... Voilà, j'essaie de... Ouais, non, de mesurer, mais t'as raison, pas tomber mais... dans le tout mauvais, le tout bon, justement, comme on voudrait nous faire croire, effectivement. Voilà. Alors on me dit, ne penses-tu pas que le cinéma dissidence ne se fera que de manière alternative? Je ne suis pas sûr que la grande famille du cinéma de formatage ait envie de financer un cinéma qui ouvre les esprits. Je suis complètement d'accord. Je pense que ça va être compliqué d'être
rentable en faisant un cinéma dissident, on ne trouvera pas les appuis, on ne trouvera pas les distributeurs ni les médias pour en faire presse ou en faire de la publicité, on ne sera pas invité sur les plateaux de, de télévision pour en parler, donc oui, ça se fera sûrement de manière... Ouais, de manière alternative, quoi. C'est un cinéma qui va vivre avec au départ certainement Internet et puis après Ou alors, ce qui pourrait souffler sur arriver, Internet. et il faudrait s'en méfier à ce moment-là, je pense, c'est que des gens constatant qu'il y a une émergence, il y a une vraie demande de cinéma subversif sur Internet, parce que ça représente une part de la population chaque jour plus important, il pourrait y avoir des gens qui, pour des raisons marketing, fassent un film qui parle de ce genre de choses, évidemment, en ne soyant subversif qu'à certains niveaux et en manipulant un discours de fond, donc pour réutiliser cette vague subversive qui a lieu sur Internet. Mais aujourd'hui, un film réellement subversif qui irait dans le sens d'une ouverture des consciences et circulation de l'information, oui, ça se fera par des moyens alternatifs. Mais les gens sont habitués à voir des films sur Internet, ça les touche. Ouais, de plus en plus. Parce qu'il y avait eu l'exemple aussi, hein, je pense, ça me fait penser, tu sais, au film de Pierre Carl, un peu, je sais pas si tu peux. Pierre Carl, Voilà. super, Pierre Carl, très Et fort. tu vois, et qu'il y a beaucoup aussi, bah, j'ai envie de dire, ces films sont sur Internet, ont beaucoup tourné sur Internet. Parce qu'il les a fait dans les années 2000, je crois, au tout début des années 2000, même Alors, il y en a eu, un petit peu avant encore. Oui, il y en a eu était, un très tôt, oui, pas vu, pas pris. Celui qui a beaucoup tourné sur Internet, puis après, il en a fait d'autres. Il y en a fait d'autres où Canal+ n'a pas voulu les diffuser, et justement, il avait filmé toute cette censure. Oui, je crois que c'est sur Internet qu'il a pris son vrai essor, Pierre Carl. Ah oui, Pierre Carl. Mais super, trop fort, sur le siècle, etc. Les Pujabas, il est Voilà. parti les voir, il a montré comment les médias, comment Canal+, qui se fait passer pour une chaîne subversive, jeune, originale, il a montré tout de suite les limites de complètement. Canal+. Yann Barthès ayant montré les frontières et le mur. Ah oui, bien sûr, quand on a montré que voilà, que on ne pouvait pas l'affaire parler de de tout, données. hein, attention, il y avait des limites. Hein, et, alors, justement, tiens, il y a une question, c'est vrai, on me dit, c'est quoi le film préféré de ton père? Quand passent les cigognes, Ah bah voilà. c'est un film d'avant-guerre ou d'après-guerre, enfin c'est un film qui date quoi. Quand passent les cigognes, juste, ouais, je crois que c'était pendant la guerre ou juste après la guerre, voilà, juste après la guerre, il avait vu ce film, ça lui a donné envie de faire du cinéma. Voilà, c'est son film préféré. Voilà. C'est un très joli film. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, voilà. Sache qu'un vous faites allusion dans votre court-métrage au projet Vénus de la mouvance Zeitgeist. Est-il une solution crédible, d'après vous, une autre forme de nouvel ordre mondial? Alors, Venus Project, au moment où j'ai rencontré ce mouvement, j'avais pas conscience de l'idéologie derrière, de tout ce que ça impliquait. J'avais vu ce projet uniquement dans sa dimension technologique, économique. À savoir que si on produisait différemment sur un système qui n'était pas adossé au profit continuel, on pouvait produire différemment et on ne serait plus obligé de construire des choses qui se cassent plus vite pour qu'elles soient rentables. Donc on ne créerait plus les choses dans une optique de profit, mais dans une optique d'utilité, ce qui changeait complètement la logique de production et que, en fonction de notre technologie actuelle et surtout de son niveau de progression, on aurait rapidement de quoi subvenir aux besoins de tous. C'était cette partie-là qui me faisait dire que si on enlevait les gens au pouvoir qui avaient instauré un système économique absurde en soi, on pouvait tous avoir ce qu'il nous faut pour manger, pour avoir de l'énergie, etc. Donc sur un niveau purement matériel, technologique et économique, pour moi ça a été un gros déclic et à ce niveau-là, je trouve ça sublime. Après, c'était un peu dans l'idée des gens, c'était que tout le monde ait le même genre de maison, le même genre de truc. Ça pour moi, même si on voulait le faire, ce serait impossible, les cultures se maintiendront dans tous les cas, et puis les lieux n'étant pas les mêmes, on ne pourra jamais appliquer. Donc voilà, pour moi c'était impossible que tout le monde ait les mêmes maisons, que ce soit une forme de communisme géant avec une religion mondiale, ça me paraissait impossible. Mais pour le côté technologique, l'homme est capable de produire suffisamment pour tous, en quantité nécessaire, s'il change son système économique qui est absurde et qui fait que notre production n'est pas rentabilisée du tout. Et qu'on travaille tous de plus en plus pour alimenter un système économique qui donne le pouvoir à certaines personnes plus que pour produire véritablement dans le but de combler les besoins de cette population qui vit sur la planète.
Ouais. C'est Non, tout. Donc c'est pour ça, moi, ouais. c'était carrément clair par rapport à ça. Après, Oui, voilà, l'idéologie après, il y a une idéologie, qu'il y a derrière, effectivement, etc. sous-jacente, J'étais un ouais. peu jeune. Enfin, j'avais pas encore le background pour y réfléchir. Ben voilà. On nous demande, tiens, t'as réussi à éveiller ton père? C'est la grande question. Genre, c'était, on lui parle papa le 11 septembre. Ça a été pratique pour moi de voir que il entend, il écoute. Après, ce sont des informations et des prises de conscience qui remettent en cause quelque chose de profond chez les personnes qui acceptent d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Donc c'est beaucoup plus dur pour des personnes âgées de remettre en cause tout un mode de vie qui les a accompagnés toute leur vie. Parce que c'est radical, quoi. Je veux dire, on se rend compte de certaines choses parce que l'époque actuelle et les médias actuels nous permettent de s'en rendre compte. Eux n'avaient pas ces moyens-là, ont construit leur vie sur un autre modèle. Ouais, bien Et sûr. donc de remettre tout en cause, c'est quelque chose de très violent pour eux. Donc ça se fait petit à petit, oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid chez les jeunes personnes comme chez les plus âgés. Et en tout cas, il est ravi de ma démarche et il m'encourage à fond dans ce que je fais. Il n'est pas opposé ou en contradiction. Ce ne sont pas ses centres d'intérêt à lui, mais j'aimerais bien, et c'est un petit peu le cas sur certaines choses. Je sais qu'on a des bonnes conversations et c'est le plus important. Après, de là à dire que je voulais changer sa manière de voir les choses, c'est pas non plus n'importe qui, on le change pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais, et puis en plus, en tout cas, il va être. Il pourra lui dire qu'il y a un très bon accueil quoi, auprès du public, quoi. Ça lui fera plaisir aussi, certainement, d'apprendre que, voilà, en tout cas, le public accueille bien le projet. D'ailleurs, on nous dit que dans les films d'aujourd'hui, il y a pas mal d'idées de révolution, c'est à la mode, effectivement. A-t-il analysé cela? Ne pense-t-il pas que cela a pour but de canaliser les gens et de faire rêver d'une révolution éternelle, une révolution rêvée qui ne se réalisera jamais? Babel. Pardon, je relis rapidement. Dans les films d'aujourd'hui, il y a pas mal d'idées, pas mal de Ces idées de révolution. Et qui dit que en fait on nous fait miroiter en fait une idée de révolution alors qu'en fait la révolution ne se reproduira pas, quoi, ne se produira jamais. Je pense que la révolution matérielle, ça veut dire les mouvements qui visent à renverser quelque chose pour le remplacer par autre chose, ça je pense que c'est assez illusoire. Je pense que la vraie révolution, elle se fait à l'intérieur des gens et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'information nouvelle qui transforme les gens profondément et ça, je n'ai pas vu ça mis en scène dans des films pour l'instant. Les révolutions qui sont montrées dans les films me paraissent plus des révolutions factices qui sont là pour détourner des véritables moyens de changer profondément les choses. La plupart du temps, ce sont des révolutions par la force, par la guerre, donc qui alimentent un cycle de vengeance, de colère, qui pour moi ne semble pas la bonne solution. Mais voilà ce que j'en pense. Ah ouais, on m'avait dit tiens Venus Project a désavoué Zeitgeist, faut pas les confondre. Ah bon, bah ça vous arrangez entre eux. Oui, c'est vrai, ils ont été ensemble, et puis ils se sont fait la gueule, et puis ils reviennent. Les égos dans le domaine de la subversion et de la dissidence sont les mêmes, sont présents. Mais Alors, sur le fond, pour moi, ils parlent de la même chose, hein, de rénover un système bancaire qui ne marche pas, qui est absurde, qui a été mis en place consciemment par des gens dont l'objectif était de contrôler les esprits et le monde. Moi, je pense que dès qu'on est d'accord sur ces principes-là, ne pas collaborer serait une erreur. alors j'adore, il y a Théian, il débarque. Mais Sacha, c'est le fils de Claude Lelouch, c'est ça? Il débarque, hein, Théian, c'est pris un peu trop de thé. Hein. Après, alors, aurais-tu la possibilité de faire jouer Bigard dans un de tes films, une sorte de clin d'œil? Si j'en ai l'occasion, s'il accepte, oui, évidemment. Dieudonné aussi, j'ai vu que c'était une Ouais, tu donnais, question est-ce que qui était tu... passée, mais évidemment, c'est un artiste hors pair. J'accepterais de faire jouer n'importe qui, à vrai dire, dans mon film. Si je suis l'auteur du film et que l'acteur accepte de se plier dans une certaine mesure à ce qui est prévu, tout le monde est le bienvenu dans mon film et pas aucune discrimination à ce niveau-là. Bah voilà, en plus, ça leur ferait plaisir. Hein. Oh là là, ils ont des questions des fois. Les questions des fois des méthodes. Ah non, mais les questions, elle est énorme. RNUI, que penses-tu de la crise financière qui en passe d'arriver? Que penses-tu des gens qui prennent le maquis pour éventuellement faire du survivalisme? En fait. Eh bien... Fais-tu partie de ces gens qui ont quelques boîtes de haricots cachés, un peu de farine, une bouteille d'eau sous la main
Et te prépares-tu à l'apocalypse? C'est pas quelque chose que je prépare dans le but de survivre, mais il se trouve que si ça me permet de survivre, tant mieux. Mais j'avais prévu depuis que je suis petit, entre guillemets, dans l'idéal, si je pouvais habiter avec mes amis, mes copains, qu'on se prenait un champ et qu'on construisait nos propres maisons et qu'on fasse pousser nos propres trucs. Et ben ça, je trouve ça génial, je trouve ça super. C'est une reconnexion avec le monde de la nature qu'on on n'a pas eu et qui nous a déconnectés de quelque chose de très très important. Après, c'est pas pour s'enfermer et survivre tout seul dans son coin. Il faudrait qu'il y ait une structure pour produire et rester en contact, en échange avec le monde de l'extérieur. Si c'est ça, moi, c'est mon idéal, entre guillemets, oui, oui. Et les gens qui pensent à ça pour alarmer comme une condition pour survivre absolument, bah, ça me semble un extrême qui vient d'un bon fond. Dans le fond, c'est de survivre parce qu'ils sont conscients qu'une crise économique peut mener à une guerre civile, parce que si demain il y a une crise économique, le pétrole n'arrive plus, et la nourriture n'arrive plus, ça pour moi ça me semble réaliste, ça ne me semble pas tiré par les cheveux. Maintenant j'ai bon espoir que les gens, avant que ça arrive, ça veut dire on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, ils ont déjà fait tenir le système suffisamment longtemps, ils arrivent à le maintenir en imprimant encore et encore. Mais j'ai bon espoir qu'au moment où une crise économique arrivera et que les besoins primaires viendront à manquer, que les communautés entre elles, que les hétéros, que les gays, que les hommes, que les femmes, que les juifs, que les musulmans, que les riches et que les pauvres, à ce moment-là se reconnectent et se rendent compte que le seul moyen de s'en sortir et d'éviter un chaos social, ce soit de s'entraider. Et j'ai bon espoir que ça arrive, parce que je crois que personne n'a envie d'une guerre, personne n'a envie de mort, à part peut-être certains, mais... C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur et n'ont pas confiance dans l'amour que chacun peut déployer. Et je pense que les opportunités, les choses que l'on est capable d'envisager technologiquement, si on s'unit spirituellement, si on va tous un peu mieux, si on ne se fait plus la guerre pour certains postes qui sont limités, les opportunités à tous les niveaux, que ce soit spirituel ou matériel, sont tellement denses lorsque l'on y pense, que je pense que ça a de quoi changer les consciences à grande échelle, dans toutes les classes, dans tous les côtés. Donc je trouve ça bien de vivre dans une maison et de faire pousser ses propres patates parce que c'est très bien, pas uniquement parce que ça va être la crise économique et qu'il faudra survivre. Ben, nous on a lancé le méta potager d'ailleurs, tu vois, à ce propos. Ouais. On en parlait, tu vois, on est à fond. Alors je vois que c'est un peu ambiance La Croisière s'amuse ce soir, il n'y a plus de personne au contrôle. Tu vois, ils sont en train de boire le thé, on entendait des rires tout à l'heure à travers la porte. C'est La Croisière s'amuse, tu vois, le bateau, avec, regarde, un retour immédiat. Voilà, tu entends des rires immédiatement, tu comprends. Tu vois, mais que dalle l'autre placé ont toujours des effets. Immédiatement, on sent tu vois, voilà. Tu vois, on appelle un régisseur, puisque si on veut faire une pause, il est 23 heures. Donc, il est normal, voilà, qu'on attende que le régisseur arrive. Et évidemment, il est prêt. Tu vois, ça marche, ça va. Ça s'appelle le fouet à distance. C'est mon nouveau jeu, hein, avec les autres là-bas, parce que tu sais, ici, tu es sur la proue. Tu vois, tu sais, nous sommes à la tête. Là, tu as la salle des machines en face, et là-bas, les touristes tu vois, en cabine en train de consommer des gaufres, boire du thé, s'empiffrer, évidemment, et rigoler. Voilà, on entend liesse à travers les murs. Il en faut pour tout le monde, hein, c'est La Croisière s'amuse. Donc, on fait une petite pause, et puis, on revient juste après. Méthano, troll, modératroll, tout le monde reste connecté à toi, qui a la régie. Voilà, donc de retour, après ces petits extraits de Neck Lyrical, pour ceux qui connaissent, à suivre. Bientôt, on vous donnera des nouvelles pour ceux qui connaissent et qui savent déjà. Alors, voilà, on nous dit aussi, voilà, il y a des QQF. Alors, tu sais, c'est le gimmick du débrancheur. La question qui fâche. Ah, il en faut. Il en faut des questions qui fâchent. Alors, il me dit qu'Illuminati, que pense l'invité sur le pouvoir du lobby dont on ne peut pas dire le nom dans l'industrie du cinéma. Le lobbysioniste. Le lobbysioniste. Moi, je pense que le lobbysionniste, il est très présent dans le milieu du cinéma, sans connotation avec le monde juif. Pour moi, le lobbysionniste, le mot sioniste n'est pas adossé au peuple juif. Il y a plus de chrétiens sionistes sur Terre que de juifs sionistes. La majorité du soutien israélien aux États-Unis, il est dû à des mouvements évangéliques chrétiens pro-sionistes qui partagent pas exactement les mêmes vues d'ailleurs. Et si les juifs savaient ce que les chrétiens sionistes ont comme projet dans leur idéologie,
C'est le retour du peuple juif en Terre Sainte, donc ensuite après ça le retour de Jésus-Christ, l'Apocalypse et la conversion du peuple juif au christianisme. Donc tous les juifs qui sont pro-sionistes, etc., ils seraient à mon avis un peu gênés de cette version-là, qui est le support majoritaire, parce que le sionisme pour moi n'est pas une idéologie religieuse, elle sert avant tout à préserver économiquement des ressources et une mainmise sur des ressources, donc c'est avant tout quelque chose d'économique. C'est pour ça que la France, je pense, et la Grande-Bretagne ont donné leur soutien au mouvement sioniste dans les premiers jours. C'était pour des raisons économiques. Le wahhabisme, il y a un islam qui est sioniste aussi. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est purement adossé au lobby juif, c'est quelque chose qui vise à maintenir une hégémonie occidentale qui passe par un contrôle d'une région. Voilà, ensuite, on n'en parle pas avec cet alibi de l'antisémitisme comme d'un voile, où on joue sur l'émotionnel pour empêcher les gens de raisonner raisonnablement à ce qu'il y a derrière tout ça. Donc on adosse le sionisme au peuple juif et à l'Holocauste, mais je pense que ça va bien au-delà. Donc pour moi, le sionisme, c'est une hégémonie, c'est un mouvement hégémonique qui cherche à contrôler le monde d'une certaine manière, qui n'est pas purement juif du tout. Il y a des maçons qui sont sionistes, il y a des athées qui sont sionistes, pas mal de gens qui vont dans ce sens-là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc ce groupe-là, s'il a une influence dans le cinéma, évidemment que oui, vu que le cinéma cherche à conditionner ou a été utilisé pour conditionner certaines consciences. Donc dans cette optique-là, le lobby sioniste, dans ce sens-là, oui, a influencé et a une mainmise dans le cinéma français dans une certaine mesure, vu qu'il empêche certaines révélations d'être faites et il appuie une certaine idéologie de manière continue, qui est une idéologie matérialiste, anti-spirituelle. Donc, alors que les juifs, c'est quand même un mouvement spirituel à l'origine. Donc je ne vois pas comment les juifs pourraient se reconnaître à travers l'activité des grandes banques dites sionistes, de par leur soutien évident aux industries israéliennes, alors que ces banques-là promeuvent de manière, pour moi, évidente, une vision du monde matérialiste, donc anti-religieuse, donc anti-juive dans l'absolu. De la même manière que les sionistes chrétiens, en soutenant cette direction matérialiste, sont anti-chrétiens, de la même manière que les francs-maçons qui soutiennent le mouvement sioniste sont anti-francs-maçons, puisqu'à l'origine, pour moi, la franc-maçonnerie qui vient des gens du temple, des templiers, c'était justement de faire un mix entre la foi et la science. C'est une époque où l'Église, pour moi, privilégiait uniquement le côté foi pour empêcher aux gens de raisonner. Ils ont essayé de réhabiliter quelque chose et là on a basculé dans l'autre phase. On n'est plus dans la foi du tout, on est dans le rationalisme extrême.